Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 22 sur Rashomon. Je suis toujours accompagné de ma meilleure moitié. Ouais, toujours. Je suis toujours là, fidèle Comment pote. ça va ? Bah ça va bien, et toi ? Ouais, parce qu'on se dit jamais est-ce que on va bien, Parce on que, se présente pas, on... en fait, on va, comment dire, on se voit un peu avant. Tu vois. Ah, ce qui paraît, ouais. Ouais, donc skip. donc en fait, on va se demander si ça va. Tu vois. On finit notre journée, on se demande si ça va, on se raconte nos trucs et tout. Donc effectivement, on se reparle pas comme ça dans le podcast. C'est vrai, non mais on pourrait faire genre... Comme tu veux, on peut se faire lancer des genre. nouveaux... on peut se lancer des nouveaux Non, trucs. ils vont pas y croire. Enfin bref, sinon ça va ? Ça va très bien, Ouais, et toi ? cool. Je suis éclataxe, mais ça va. Ouais, bah pareil, mais bon, c'est je n'en fais pas d'habitude. J'ai les yeux qui se disent merde. Non, ils sont toujours droits, t'inquiète. J'ai pas encore reniflé là. Ouais. Ça va pas tarder, parce que là, l'allergie là, remonte là, ça va être compliqué. Je vais prendre un coup de ventoline avant de commencer l'épisode, parce que je vais pas survivre sinon. Ça va le faire, on va y arriver. Mais bon, on est là pour parler de Rashomon, on n'est pas sur Doctissimo. Alors Rashomon, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus ? Bah en fait, pas grand-chose, parce que je l'ai pas vu, et que bah, je sais pas trop de quoi ça parle. D'après ce que j'ai souvenir, mais je ne sais pas du tout si c'est juste ou pas, c'est que ça se passe dans un endroit assez... similaire tout le long du film. Je me demande si c'est pas un seul endroit. Et ce serait genre plutôt des tranches de vie, des personnages qui se parlent, en fait, qui se racontent des trucs. Oh là, ouais. c'est Donc non, je suis pas là. Non. Et bah voilà. Donc je ne sais pas de quoi parle Rashomon, et je vais découvrir tout ça dans quelques minutes. T'as jamais entendu parler de l'effet Rashomon ? Non, pour le coup. L'effet Rashomon, c'est une étude qui a été menée bien après la sortie du film. Ok. En fait, c'est le pitch du film, en fait. C'est le fait qu'il y ait eu un fait et qu'en fait, plusieurs personnes autour racontent sa version des faits. Ok, d'accord. Ouais, donc ils se parlent bien. Il n'y a pas un truc comme ça. Oui, dans tous les films se parlent, il y a des dialogues. Oui, non, je suis d'accord. Non, mais c'est pas comme ça. Non, mais il y avait un truc où justement le principe où j'avais en tête, c'était effectivement ça, c'était que tout le monde se racontait. Oui, en fait, il y a un meurtre. Ok. Et il y a 4 témoins. Et chacun raconte sa version. Chacun raconte sa version des faits. Ce qui en soi est un vrai truc, parce que dans les reconstitutions policières, quand il y a des meurtres comme ça, en fait, les témoins sont pas des informations viables. Il y a toujours une part en fait de choses où tu peux pas retranscrire réellement fidèlement L'effet Rashomon. Voilà. Ah, par contre, l'effet Rashomon, moi ça me fait penser à l'effet Algan, si tu veux, donc tu vas loin. Ça c'est un peu chelou là. Bah tiens, t'as même fait par l'effet Algan, j'en prends l'un avant de... Ouais, je pense que c'est ça, c'est le côté fatigue et allergie qui se mélange là. Non, mais... On va essayer de faire un épisode où on va vraiment se parler du film, et on va pas trop partir en live sur notre état de santé. Non, mais là, en même temps, on commence limite. à arriver à la quarantaine, donc il faut qu'on... Ah, faut qu'on se préserve, là. On se préserve, puis surtout qu'on se confie un peu. La vieillesse, elle est là, et puis on devient sénile, donc... Non, pas encore. Pas encore ? Ok, bah c'est bon. Ouais, non, Rashomon, c'est trop bien. Bah, en même temps, j'avais pas trop d'inquiétude, hein, mais... Kurosawa, voilà. Non, puis en plus, là, pour le coup, ça va être assez facile à regarder, ça dure qu'1h30. Donc, puis Kurosawa, c'est assez dynamique, c'est pas... Ouais, bah... Justement, quand on pense à Kurosawa, on pense à années 50, à années 60, même peut-être 40, oui, je pense 40. On se dit, ouais, ça va être du cinéma assez art-essai, assez lent, assez... Bah, un peu vieilli, pas forcément vieux, mais vieilli, quoi. Ouais, alors que c'est tout l'inverse. Kurosawa, c'est la nouvelle école qui a apporté un certain dynamisme dans le cinéma. Et moi, j'ai appris très tard, en fait, parce que justement, j'avais vraiment le sentiment que ce soit ça, les années 60-70, qu'en fait, il a fait des films tard, en fait. Ah ouais, très tard, ouais. J'ai vraiment l'impression, parce que c'est des films en noir et blanc, et que les films que mes grands-parents me montraient, forcément, c'était un truc de leur génération, et où, en gros, le mec était déjà mort, alors qu'en fait, non, quoi. Non, c'est un grand maître, de toute façon, et puis on en parlera un peu plus après le film. Ouais. Donc, on va regarder ça. On va regarder Rashomon, et on revient en essayant de pas être trop... Après un petit Doliprane et un effet Rashomon. Allez, à tout de suite. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Re-bienvenue dans l'ASP. C'est toujours Céline et Nico pour le plaisir de vos oreilles. Yes, on est toujours là, au rendez-vous. Et donc, comme on vous l'a dit, épisode 22, Rashomon. Yes. Bonne annonce.
せこの国は一度は王子の小勢にかかるもんと思ってる。卑怯な隠し立てはせん。考えてみな。早い話が今の3人の話のどこをどう信じろってんだよ。分かんない。さっぱり分かんない。どうもこうもね、人間のすることなんて全くわけが分かんねえって話だ。それとも助けてやるか。誠に人間の命などは朝露のように儚いもんでございます。Donc Rashomon, qu'est-ce que c'est que ce film? Ah bah c'est à toi d'expliquer ce que c'est que ce film. C'est à moi d'expliquer que ce que c'est. Alors Rashomon, c'est un film d'Akira Kurosawa, sorti en 1950, de type crime, film à énigme, Ouais. d'une durée de 1h30. Mon petit doigt me dit que tu vas nous pitcher ça. Oui, tout à fait. Alors, première chose avant de pitcher, trigger warning, le film aborde des scènes d'agression sexuelle et de meurtre. Donc si c'est des sujets qui sont trop difficiles pour vous, protégez-vous et on peut se revoir dans un prochain épisode plus léger sans problème. Donc, ça parle de quoi, Rashomon? Ça parle de deux personnes, un bonze. Bonze, pardon. Je dis quoi? Bonze. Pardon. Un bonze. Donc, un moine japonais. Et un bûcheron qui se retrouve sous une pluie diluvienne à s'abriter sous une porte Rashomon, donc qui est la porte d'entrée d'une ville. Et il y a un passant qui arrive par là. Et ils vont commencer à raconter qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la journée. C'est-à-dire le tribunal, un procès pour le meurtre d'un samouraï. Et il va nous raconter justement les différentes versions qu'il y a pu avoir dans le procès. Et oui. Donc on a des versions différentes. Et c'est tout le principe et l'intérêt du film. Voilà. Donc en gros, il y a eu un crime. Il y a 4 versions. Et évidemment, les 4 versions ne sont pas identiques. C'est ça. Il y a de bons changements entre chaque version. Voilà. Donc c'est tout le résumé du film. Et c'est tout le film. Ouais. Donc il y a plusieurs personnages dans le film. Donc il y a notamment Tajomaru qui est le bandit qui est accusé d'avoir tué le samouraï. La femme du samouraï Masago, son mari donc Takehiro, et après le bûcheron on n'a pas le nom, le bonze et le passant non plus dont on n'a pas les noms. C'est ça. Mais bon, l'histoire va tourner autour de ces 4 protagonistes-là, entre guillemets. C'est ça. Mais surtout entre le trio, parce que tous les éléments déclencheurs vont se passer entre les trios, entre le couple et le bandit. C'est ça. Et donc l'idée c'est de savoir qui dit la vérité et qui est coupable du meurtre. Mais on va voir que ça va bien au-delà de ça. Ouais. On va pas forcément essayer de découvrir qui dit la vérité, qui ment. C'est beaucoup plus méta que ça. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, il est visuellement magnifique. Tellement beau que des fois, j'ai dû me rappeler qu'il fallait que je lise les sous-titres et pas que je regarde juste les plans parce que je comprends pas le japonais. Donc, j'ai un peu besoin des sous-titres pour savoir ce qu'ils se disent. Et non, franchement, il est très très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé justement la différence d'interprétation et de la scène, de ce qui s'est passé, et la différence d'intensité, en fait, qu'il va y avoir sur une même scène en fonction du protagoniste et donc de quelle partie on va être du trio. Et ça amène plein de réflexions que je trouve aussi pour un film de 1950 vachement moderne. Tout dans sa conception est moderne. Complètement. Que ce soit visuel ou au niveau du scénario, au niveau du développement, au niveau de tout. Ouais. Après, comme tu disais, il est très dynamique aussi dans sa réalisation. Et non, franchement, le premier passage, donc il y a, on va dire, le premier témoignage important où on va vraiment voir la scène du meurtre, c'est avec donc la scène est racontée par le personnage du bandit. Et forcément, on a quelque chose d'assez romantisé, assez aseptisé sur le viol qu'il commet. Et tu vois, j'ai commencé à me dire...
Et en fait, sur l'évolution, en fait, et justement sur la scène qui est après racontée par Masago, il y a une telle rupture, en fait, juste dans les termes qui sont employés, où là, elle va tout de suite employer le terme de viol, elle va tout de suite se mettre dans une position différente, où justement, on n'est pas du tout sur un film qui va romantiser ça. Non, pas du tout. Et j'ai trouvé ça vachement bien amené et vachement moderne, en fait, franchement, pour un film de 1905. Mais après, moi, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Tout le film, en fait, c'est juste tourné sur l'honneur de chacun, en fait. Oui, complètement. Ni plus ni moins. En fait, c'est pas chaque personne qui vont témoigner. Oui, comme tu l'as dit, le premier, c'est le bandit. C'est ça. Donc le bandit, lui, tout ce qu'il va faire, c'est, éviter de se déshonorer en disant que il a pas violé, en fait. C'était de l'amour. C'est ça. C'était un amour impossible. Impossible et puis qui était consenti. C'est ça. Et il y a en plus quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma de manière générale, c'est le principe du baiser volé, en fait, qui est en fait un baiser forcé, et où après, le personnage qui reçoit le baiser va accepter et ça va devenir justement un trope de séduction. Oui. Et du moment que, entre guillemets, l'agresseur a entre guillemets, cette acceptation-là, en fait, il part du principe que c'est consenti et donc c'est tout bon. C'est ça. Spoiler alert, ne l'est pas du tout. Voilà. Et donc on a ce côté déjà avec le bandit où il est persuadé que c'est ni plus ni moins de l'amour et tout va bien, quoi. Il a rien fait de mal. Puis, même qu'en plus, après, derrière, il y a l'aspect que elle veut s'enfuir avec lui et que justement, parce que, en gros, il l'a violée et qu'elle est déshonorée par son mari, en gros, maintenant qu'elle est déshonorée, autant qu'elle soit avec quelqu'un qui veut bien d'elle, quoi. C'est ça. Et donc, voilà, c'est un peu la justification et l'excuse de dire... Oui, non, mais tout est dans l'honneur. Ouais. Tout est dans l'honneur, tout est dans... comment dire, pour éviter le déshonneur, justement. Parce qu'on sait très bien, tu sais, à l'époque des samouraïs, déshonneur, c'est beaucoup. Hein. On l'avait déjà parlé dans Seiya Samouraï, tu déshonores ou tu es déshonoré, c'est beaucoup. Là, l'idée du bandit, son témoignage, c'est vraiment de se dire que non, il y a rien de déshonorant, tout s'est bien passé. C'est ça. Et il n'y a aucun problème. Il y a eu un mort, oui, mais moi, je me suis pas déshonoré, j'ai déshonoré personne. Donc tout va bien. Oui, c'est ça. Et en gros, donc dans sa version à lui, c'est je l'ai tué, mais parce qu'elle me l'a demandé, et donc c'était dans tous les cas, comme tu dis, pour l'honneur. Et donc après, on a une deuxième version qui est racontée par la femme. Enfin, on va dire la femme, parce que si on dit Masago, oui, c'est vrai, par la femme. Et là, tout de suite, on a un récit complètement différent. Ouais. Là, on n'a plus rien à voir. On sait plus déjà quel lien on doit créer avec les personnages, quelle vérité on doit croire. Donc là, Masago, donc la femme, elle, tout de suite, pareil, elle va éviter de se déshonorer en disant que, entre guillemets, elle a accepté de... Comment dire, entre guillemets, elle lui dit elle peut, en gros, à la fin, il y a le côté un peu de double peine aussi, c'est que justement, comme elle a été violée et qu'elle déshonore son mari et qu'elle le sait, en gros, elle lui dit, tue-moi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, elle essaie de chercher une honneur dans le déshonneur. Enfin, elle essaie de tourner ça de façon à ce que, oui, il y a eu des honneurs, mais on va honorer d'une autre façon pour éviter justement qu'il y ait des honneurs sur telle ou telle personne, et donc tout le monde sera honoré. Donc c'est un peu complètement méta, mais... Ouais, mais il y a aussi parce qu'elle le voit dans les yeux de son mari, en fait. C'est que justement, après ce qui s'est passé, quand elle va le voir pour... Donc le mari, pendant cette scène-là, est attaché donc, par le bandit, donc il est ligoté. Et donc quand elle va pour le détacher, elle se rend compte que justement... du mépris qu'il a pour elle. Et donc, elle sait justement que le déshonneur est là et qu'elle peut rien y faire, en fait. Elle peut rien y faire, mais à part justement le supprimer. Ouais. Justement pour pas qu'il y ait mépris, pour pas qu'il y ait déshonneur. Et donc, on en revient toujours au même point. Le but, c'est d'éviter de se déshonorer soi-même. Donc, le témoignage tourne autour, pour le coup, de la femme, en se disant qu'il n'y a pas eu de déshonneur. Tout va bien aussi. Donc, voilà, on continue. Et troisième, on va dire, plaidoyer. ouais, c'est presque des oui, parce que ça se passe, il parle de tribunal, il parle de... Donc, troisième plaidoyer, pardon. Là, on va sur autre chose. Et là, on va sur un truc beaucoup plus méta. Donc, c'est pour le coup une chamane qui va transmettre le témoignage du cadavre, du mort. Voilà. Donc, du samouraï décédé. Donc, voilà, tout est dit. C'est méta. C'est méta, toujours au déshonneur. On parle toujours d'honneur et de déshonneur. Parce qu'on va apprendre par la chamane que,
en fait, le samouraï ne sait pas, entre guillemets... Attends, j'essaie de me souvenir un peu, parce que là, je suis en train de mélanger les histoires. Qu'est-ce qu'il a fait Alors, dans la partie avec le samouraï, ce qui se passe, c'est que donc lui, en fait, il y a un côté un peu de manipulation de la femme, en fait. Oui, c'est ça. Il transforme sa femme en une espèce de diablesse manipulatrice qui a fait ça volontairement pour le déshonorer, pour s'enfuir avec le bandit. Et donc, justement, il décide de la renier, quoi. En gros... Oui, de la renier, et puis à la fin, et en fait, il honore son déshonneur. C'est ça. On ne dit pas trop, mais pour pas... Ouais, bon, après, c'est difficile si on arrête l'épisode là, quoi. Sinon, on peut pas en parler. Bon, le film, il a 73 ans. Hein. C'est vrai, je crois qu'à prescription, on peut essayer d'en parler. Hein. Oh oui, mais bon, quand et même, puis, mais je pense que, tu vois, le film, il est très connu. Aujourd'hui, les gens qui veulent écouter Rashomon, voilà, soit ils l'ont déjà fait, soit ils le feront pas parce que c'est trop tard, ou peut-être qu'on va leur donner envie, justement, de plus creuser. On est obligé d'en parler. On est obligé parce que sinon, on peut rien raconter. Parce que finalement, on peut s'arrêter juste au pitch, et c'est tout. On peut rien raconter derrière parce qu'en 1h30 déjà c'est très court. Ouais, mais en 1h30 en fait il y a 4 fois la même histoire qui revient. Donc en dehors de ça sinon on peut rien raconter. Ouais mais tu vois 1h30 mais en fait en 1h30 il arrive à te faire non c'est pas ça que je veux dire. Non mais complètement. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas trop dense ou fouillis justement d'avoir mis toutes ces informations et toutes ces réflexions. Ah mais j'ai jamais dit ça. Non mais j'ai pas dit que c'est ça, je faisais juste un complément d'information. Parce que justement je trouve que c'est extrêmement bien écrit parce que en 1h30 il arrive à amener toute une réflexion sur l'honneur, sur le couple, le meurtre, le viol, et tout ce que ça signifie. Les failles de la justice. Les failles aussi sociétales de, justement, pourquoi, si t'arrive un crime, forcément c'est le déshonneur sur ton mari, alors que c'est à la femme que ça arrive. Ouais. Et la confiance aussi. Ouais, complètement. La confiance qu'il y a en son partenaire et en l'humanité de manière générale. Ouais, c'est surtout ça. D'où le message de fin. Ouais. Là, le message de fin, pour le coup, on va pas le raconter. Ouais. On va essayer de préserver quand même. Donc voilà, juste petite aparté complément d'information. Désolé si je t'ai coupé, mais voilà. Non, il n'y a pas de problème, mais c'était important aussi de le dire. Mais oui, donc du coup, on est obligé d'approfondir ce qu'on a vu, parce que sinon, on peut pas raconter le film en fait. C'est parce que sinon, comme je l'ai dit, le pitch il suffit en lui-même, et puis c'est ça. Allez le voir, après on vous dit juste si c'est bien ou pas. C'est bien, vous pouvez aller le voir. C'est très bien. C'est excellent même. Et oui, donc du coup, on était où ? Le 3e témoignage par la chamane. Et donc, oui, donc du coup, pour éviter donc on apprend que le samouraï s'est fait déshonorer parce que sa femme a été violée et que ainsi de suite. Bon, voilà. Pareil, on va éviter de rentrer en détail, comme ça, on vous laissera d'autres billes pour aller regarder le film. Et donc, la finalité, c'est en gros, le samouraï dit qu'il s'est tué lui-même. Justement parce qu'il a été déshonoré, et donc le code d'honneur c'est se suicider. C'est ça. Et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, on en revient toujours à l'honneur. Et ensuite on passe sur une 4e partie qui est entre guillemets tout le fil rouge du film, parce que dès le début du film on voit le bûcheron. Ouais. On voit que le bûcheron il est un peu perdu dans cette histoire. Il n'arrive pas à saisir le pourquoi du comment des témoignages qu'il y a eu. Alors que lui, il a une version en tête. C'est ça. Alors, juste un truc qu'on a oublié de préciser dans le pitch, donc que j'ai oublié de préciser, pardon, c'est que donc le bûcheron, c'est celui qui découvre le corps. Ouais. Et le bonze va en fait rencontrer, on va dire, croiser plutôt le couple avant le meurtre. Et donc le bûcheron, lui, le rencontre après. Et donc il y a toute cette temporalité entre les deux témoignages, où il y a le vide, où justement il se fie aux témoignages respectifs du bandit, de la femme et du feu, le mari. C'est ça. Et donc du coup le bûcheron, lui, alors au début du film on apprend qu'il a donné sa version. Sa version c'était que justement il a découvert le corps et que c'est tout quoi, il n'a rien vu d'autre. Ouais, il dit juste qu'il a trouvé sur le chemin en arrivant jusqu'au corps quoi. Et donc après le 3e témoignage, on apprend que le bûcheron en fait il a menti et qu'il a une autre version, et donc le bonze et l'inconnu, le gars qui était de passage, lui demande la vraie version. Ouais. Donc il va se mettre à raconter cette 4e version-là, où en fait, il est... En fait, il dit qu'il a tout vu en fait. Ouais, c'est ça. Il était spectateur de la scène. C'est vraiment le point de vue extérieur à la scène, quoi. Et en fait, il se fait passer vraiment pour le témoin clé, en disant que lui, c'est vraiment l'élément
central du meurtre. Lui, il a eu, il a eu un plan panoramique sur tout ce qui s'est passé. Donc, il se met à raconter sa version. Et en fait, il y a toujours un truc qui a cloché dans le témoignage des autres histoires. C'était l'histoire de la dague. Ouais. Parce que justement, dans toutes les versions, on apprend que justement, le samouraï s'est fait seppuku avec la dague. Ouais. Au départ, le bandit tue avec la dague. Avec la dague. Et la femme... La dague, je m'en souviens. Alors, en fait, elle a la dague pour le libérer, et en fait, elle dit qu'elle s'évanouit, et que quand elle se réveille, il est mort. Il est mort, il a la dague et Donc, la dague reste l'arme du toujours l'arme du crime. Ouais. Et donc, on apprend bien aussi dans le film que c'est une dague luxueuse, avec des serties de diamants, tout ça. Donc, le bûcheron, lui, ne comprenait pas, parce qu'en fait, il dit dans son témoignage, à la fin, pas devant le tribunal, que la dague n'existe pas. En fait, il n'y a pas de dague. Parce qu'en fait, il dit que le samouraï a été tué d'un coup de sabre, en fait. Ouais. Et donc, nous, tout de suite, avec nos esprits un peu, on va dire, surdéveloppés et super intelligents, on comprend tout de suite que paysan, bûcheron, on sait tout de suite qui ment, parce que la dague luxueuse... Ça coûte de l'argent. Ça se revend bien. Ça se revend bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a plutôt voulu récupérer cette dague-là et essayer de faire passer le meurtre pour autre chose, en fait. Et donc, l'honneur pour lui, en fait, dans son passage à lui, en fait, c'est justement d'avoir menti au tribunal en disant qu'il a découvert le corps parce qu'en fait, il veut pas de problème, tout simplement. Ça. Donc lui, son honneur, en fait, elle n'existe pas, en fait. C'est moi, l'honneur, le déshonneur, je m'en tape. Moi, juste laissez-moi tranquille. Moi, j'ai découvert le corps, ok, il s'est passé juste ça. Moi, j'ai rien vu. Voilà, laissez-moi tranquille. Mon honneur, elle est là. J'ai rien vu. J'ai juste vu un corps. Et c'est ce qu'il a dit officiellement au tribunal. Donc voilà, donc on comprend tout de suite que les 4 versions sont vraiment tournées sur l'honneur de chacun. Le but, c'est de sauver un peu son cul, on va dire. Ah oui, complètement. Tout simplement. Et je pense que limite, en vrai, je parlais en avant-séance qu'effectivement, dans les procédures judiciaires, donc souvent les films justement qu'on peut voir, les thrillers, les choses comme ça, le témoin est jamais 100% fiable. Et donc, il y a... Je pense une mécanique en fait physique qui va faire qu'on va soit combler, le cerveau va combler des manques pour justement être sûr que tout soit bien compréhensible ou pour se protéger. Et après, je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, le fait de bien se montrer en fait. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu as oublié, mais que tu es censé avoir vu et que justement ça te met en défaut, tu veux sauver, alors je sais pas si on pourra reparler du même type d'honneur, mais en fait tu veux sauver la face quoi. Et donc tu vas inventer... sans que ce soit consciemment et un but de nuire à n'importe qui, mais d'enjoliver des choses ou de mélanger des choses. Mais c'est juste ça, en fait. Le but, c'est juste de s'innocenter, d'éviter son déshonneur, parce que forcément, à l'époque... alors ça se passe au Xe siècle, je crois. Ouais, c'est ça. Donc au Xe siècle, au Japon, si t'es déshonoré, tu te suicides, c'est tout. C'est ça. En fait, t'existes plus, t'es plus rien, en fait, aux yeux de la société, aux yeux des gens, t'es plus rien. Donc en fait, t'as plus qu'à mourir. Donc pourquoi se déshonorer ouvertement ? Se déshonorer, c'est se suicider. Donc l'idée, c'est de s'innocenter, et donc finalement, d'essayer de sauver son honneur, et donc par définition, mentir. Ouais. Donc pour toi, est-ce qu'il y a une bonne version dans... Moi, je vais répondre tout de suite, il n'y en a pas, en fait. C'est ce que je dis, en fait, tout le résumé, il est là. En fait, le but, c'est... Tu peux pas raconter une vérité, parce que si tu racontes... À un moment donné, si quelqu'un raconte la vérité, il va se déshonorer. Il y aura un déshonneur quelque part. Ouais, ça c'est vrai. Après, je pense que ça amène aussi la réflexion de dire que quand justement il y a un meurtre ou un viol, les parties vont vivre forcément les choses différemment. Et donc je disais tout à l'heure que le personnage du bandit va romantiser et essayer de se trouver des justifications et des excuses à ce qu'il a fait. Et de la même manière, le mari, dans son déshonneur, va imaginer sa femme comme une manipulatrice pour justement être sûr que le problème vient d'elle et pas de lui. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça. Je trouve que dans la réflexion, ça amène vraiment de montrer qu'en fait, il y a aussi des fois des actes où les gens vont interpréter les choses différemment et où il y en a où ils vont même pas conceptualiser la violence qu'ils ont en fait et qu'ils vont propager. Et donc je trouve que voilà, c'est assez un peu extrapolé, mais moi j'ai vraiment ressenti ça dans le film, d'avoir des choses différentes et des points de vue différents, et donc de montrer que en fait ça existe d'avoir des gens qui vont pas conscientiser leur acte de la même manière. Ouais, mais le fait de conscientiser, justement, moi je trouve que tu mets le doigt dessus, en fait. Le fait de conscientiser, justement, le meurtre ou le viol, finalement, il passe en second plan dans chaque témoignage.
En fait, le but, c'est pas de conscientiser le meurtre ou le viol, c'est juste en fait de sauver son cul. Oui, bien sûr, mais je trouve que justement en second plan, il y avait ça dans une trame de fond que je trouvais justement comme réflexion, et c'est aussi pour ça que je disais que je trouvais le film très moderne. C'est pour ça, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une critique de la société en fait. Complètement, et c'est exactement ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est une critique qui est extrêmement moderne, ou sinon on est dans une société qui a très peu évolué depuis 1950, ce qui est le cas. Et justement d'amener ce côté-là, de dire mais en fait la plupart vont juste pas conscientiser ce qu'ils font. C'est ça. Et au moment où on leur met devant le fait accompli, eh ben on va avoir ce schéma-là de soit combat ou fuite et de juste trouver une excuse, un moyen de contourner les problèmes et de sauver la peau, quoi. Mais ouais, et c'est pour ça que en fait chacun dans son rôle en fait a plus exposé sa part sombre qu'autre chose. Oui, entièrement. Parce qu'en fait ils sont tous pourris en fait. Que ce soit le bandit, la femme, le samouraï, le bûcheron, ils sont tous pourris en fait. Parce que c'est ni plus ni moins que des égoïstes. Ils s'en tapent complètement de ce qui s'est passé finalement dans l'histoire. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste, s'innocenter et passer à la suite. Ouais. C'est juste ça en fait. Ils sont tous pourris. Chacun, il n'y a personne qui va assumer ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui va, comme tu dis, conscientiser ce qui s'est réellement passé. Finalement, moi, pendant tout le film, je me suis dit, mais à aucun moment, il s'attarde sur le meurtre. À aucun moment, il s'attarde sur le viol. Non, en fait, c'est pas ça le but du film. Le but du film, c'est juste de montrer que c'est juste des personnages égoïstes et qui sont juste égocentrés sur leur petite personne. Et ce qu'ils veulent, c'est juste survivre. Et donc, pour survivre, il faut s'innocenter et garder son honneur. Ouais, et survivre, ça peut passer par le meurtre. Et dans la dernière version du bûcheron, je trouve que les personnages masculins, donc du bandit et du samouraï, vont être montrés de manière extrêmement différente que dans les 3 premières versions, où ils sont montrés beaucoup plus justement dominants, forts et violents. Et dans la dernière version, ils sont vraiment montrés beaucoup plus apeurés, lâches. Et vraiment plus... Mais c'est pour ça, en fait, c'est... Finalement, chaque témoignage, en fait, t'as beau chercher une part de vérité, en fait, c'est juste une version fantasmée de celui qui le raconte. Ouais. Et en fait, finalement, il n'y a rien de vrai, en fait. Parce que même comme tu dis, dans les mouvements, dans la lâcheté, dans l'égoïsme des personnages, c'est jamais la même version. Pourquoi ? Parce que tu peux pas raconter comment une personne est égoïste... en son fort intérieur. En fait, tu vas le voir de l'extérieur comment il est, mais la personne, quand elle va raconter, elle a son sentiment d'égoïsme ou de lâcheté. Mais quelqu'un qui le voit extérieur, il le voit comme ça. Et toi, dans ton fort intérieur, tu le vois comme ça. Il est complètement différent. Et en fait, Kurosawa, ce qu'il a mis en scène dans le film, c'est hyper intelligent parce que ce soit par exemple sur les scènes où ils vont se battre, les deux, enfin le bandit et le samouraï, les combats sont pas les mêmes. Complètement, ouais. Les combats sont pas du tout les mêmes. Comme tu dis, la dernière version, c'est vraiment un combat, on dirait, de gamin. Ouais, c'est sûr. En fait, ils ferment les yeux et puis ils agitent les sables dans tous les sens. Limite, ils se tapent pas beaucoup avec les sables. C'est plus, ils se roulent par terre, ils essayent de jeter des feuilles. Alors que la version du bandit, c'est genre le mec qui esquive tous les coups. Tu sais, moi, je suis Néo, quoi. Je suis là, vas-y, balance ton couteau, moi, j'esquive tout. T'as vu, puis en même temps, je rigole. Le mec, moi, je suis ultra fort, je maîtrise tout. T'as la version après du samouraï où ils sont vraiment fait un combat, on va dire, où lui, il est là avec ses techniques de samouraï, et l'autre, c'est un peu plus le style bandit, où il a pas vraiment style, c'est juste quelqu'un qui court, qui virevolte dans tous les sens. Et en fait, chaque combat est complètement différent et est fait d'un point de vue différent. Et ça, c'est hyper intelligent. Ouais. Et c'est là que tu dis, merde, qui c'est que tu crois ? Mais nous-mêmes, des fois, quand tu vas... J'ai pas d'exemple là, mais quand tu vas dire... même dans un sport, voilà, on va dire, moi, j'ai joué au foot, machin, j'ai joué au baseball, tout ça, et tu dis, tiens, quand tu te remets une action en tête, tu dis, dans l'action, t'as vu, j'ai fait ça, tu te vois archi stylé. Ouais. Ça se peut, de l'extérieur, t'étais tout gaze. C'est ça. Tu vois, t'avais pas de forme, mais en fait, tout le monde dit, c'est bon, t'as réussi ton coup, nickel. Mais toi, dans ta tête, tu te vois genre... comme si tu étais dans FIFA ou comme si tu étais en train de regarder les pros jouer. Tu dis, tiens, j'ai fait comme ça, moi, en amateur. Mais au final, non. Tous ceux qui étaient autour de toi, ils t'ont vu, mais ça avait aucune dégaine ce que tu as fait. Et en fait, ce côté-là, Kurosawa a réussi à le mettre justement dans chaque témoignage et dans chaque point de vue.
Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper bien fait. Et non, ce film, il est incroyable. Il est juste incroyable. Puis comme tu parlais au début, la DA, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. 1950, Kurosawa qui met ça. Franchement, Franchement, tu vois tout ce qu'a mis Kurosawa dans ce film-là. Il y en a plein qui l'ont repris dans d'autres films. Ouais. Il y en a plein qui l'ont repris. Ça a été fait à maintes fois, mais ça n'a jamais été égalé. Et puis alors la lumière et les contrastes, ils sont le clair-obscur. Ouais, il est magnifique. Et puis juste les plans, quoi. Je veux dire, il y a des cadrages où justement tu vas avoir des différents plans de superposition. C'est trop beau. Des personnages qui tournent autour d'un arbre ou d'un pieu, et t'as la caméra qui bouge en sorte pour que tout soit bien recadré. C'est une chorégraphie. Ouais, et même quand j'ai l'impression il y a vraiment un souci du détail sur le voyage, entre guillemets. Donc en gros, ils se déplacent pas énormément, mais tu sens qu'ils sont dans une forêt, et donc en fait, il y a le moment où le bandit va voir pour la première fois le couple. Après, un peu plus loin, puis après, il y a tout un jeu de manipulation où, en gros, il va les déplacer. Et ce chemin-là, en fait, qui est traversé donc plusieurs fois dans le film, parce que, suivant les points de vue, il y a toujours ce passage-là qui se fait. Je trouve que la gestion de la traversée, en fait, de la forêt, elle fonctionne archi bien. Ouais, de fou. Que t'as vraiment l'impression d'être... un peu perdu, parce que voilà, t'arrives, t'es déjà en plein milieu de la forêt, donc t'es pauté, quoi. En même temps, la distance entre les personnages et la gestion de la nature, quoi, qui fonctionne. La nature, elle a un rôle important. Ouais. Alors, la pluie. La pluie, mais même juste la forêt, en fait. C'est non, mais Kurosawa, il a fait un truc hyper intelligent, justement, parce que le clair-obscur, en fait, il a une énorme part dans le film, parce que c'est à certains plans, tu vois vraiment qu'il a voulu jouer sur les parts sombres des personnages. Ouais. Et en fait, dès qu'il veut montrer une part sombre d'un de ses protagonistes, tu vois, il commence à jouer avec les clairs-obscurs. Et les clairs-obscurs, il le joue avec la texture de la forêt. Ouais. Et c'est hyper impressionnant, c'est comme on l'a dit encore une fois, c'est hyper moderne, franchement, c'était un visionnaire, c'était un précurseur de plein de choses. 1950, quand tu regardes ça, tu te dis putain, quand tu regardes les films en 2024, tu te dis les mecs, regardez du Kurosawa. C'est clair. Regardez du Kurosawa, vous pourrez peut-être faire un semblant de film. Ouais. Au moins, vous serez inspiré et que vous aurez des bonnes bases, quoi. Mais c'est clair. Et puis, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui se sont inspirés de lui. Parce que tu le vois. Tu le vois dans ce que fait Kurosawa. Tu sens que les gens se sont inspirés de lui. C'est normal. Oui, en même temps, ça a été un pilier du cinéma. Et même pas que du cinéma japonais. C'est-à-dire qu'il a eu une influence internationale. Donc. Un truc de dingue. Ouais, non, Kurosawa, c'est un maître. Et puis, voilà, j'ai rien à dire. Tu vois, de toute façon, ça sert à rien qu'on continue à en parler. Parce que tout a déjà été dit sur ce film. Nous, on en a parlé là déjà beaucoup. On a raconté beaucoup du film. On essaie de parler en bien de la DA, du machin. Mais on n'a rien à raconter en plus. Parce que tout a été déjà écrit. Il a déjà eu tous les prix du monde pour son travail. Tout le monde est au courant que Kurosawa, c'est un grand. Même une personne qui n'a jamais vu du Kurosawa, elle sait que Kurosawa, en fait, c'est indispensable. Ouais. C'est comment dire, c'est limite une œuvre que t'as peur de toucher parce que t'as pas envie d'être déçu, tu vois. Ouais, parce que t'as peur d'être déçu en regardant du Kurosawa parce que tu te dis putain, si je passe à côté de ça, j'ai l'impression de passer à côté d'une cinéphilie. Et puis les gens l'encensent tellement que tu te dis ça va forcément être génial et en fait ça se trouve tu vas pas aimer. Et pour moi, tu vois, aujourd'hui, des personnes qui vont pas découvrir du Kurosawa, c'est pas parce que c'est vieillot, parce que c'est des années 50, c'est justement cette peur-là, justement de s'attaquer à un vrai mythe, à une vraie légende, tu vois. Tu me parlais, tu vois, par exemple de Bruce Lee, c'était pareil, de dire tiens je vais mater du Bruce Lee la première fois, j'ai un peu la pression parce que c'est une légende et là Kurosawa c'est la même chose parce que tu te dis tu t'attaques à un vrai monument du cinéma, c'est un vrai précurseur dans tout ce qu'il a fait, tu te dis putain j'ai peur d'y aller parce que j'ai pas envie d'être déçu et j'ai pas envie justement de dire autour de moi que j'ai pas aimé Kurosawa parce que je sens que je vais me prendre des parpaings dans la gueule quoi. Ouais, il y a des chances. Mais tu vois par exemple moi j'avais souvenir, donc je disais en avant-séance que mes grands-parents et notamment mon grand-père adorait Kurosawa. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je l'ai tout le temps entendu parler de Kurosawa quand j'étais jeune. Et donc, je sais que j'ai dû passer plusieurs fois, donc les Noëls que je passais là-bas, où effectivement, il y avait le moment où on regardait des films en famille et des moments où les parents et grands-parents regardaient des films qui n'étaient pas pour les enfants. Et donc, il y avait souvent Kurosawa qui revenait. Donc, j'ai dû voir passer des bouts, tu vois, je sais pas de quel film. Mais c'est vraiment un réalisateur dont j'ai entendu parler, mais tout le temps.
Vraiment voilà, c'est un génie, il fait des chefs-d'œuvre, voilà, il y a vraiment... C'est normal, en plus, tu vois, quand tu... Même moi, moi, j'ai pas tout découvert de Kurosawa, j'en ai vraiment vu 3-4, pas plus que ça, sur sa longue filmographie, je sais pas combien elle a fait de films, j'ai envie de dire 40-50, mais je crois que je suis peut-être à côté de la plaque, tu vois. Moi, j'ai l'impression que t'es pas loin, franchement, faudrait regarder. Je sais pas, faudrait que je regarde. Et moi, de ce que j'ai vu, oui, tu vois que t'as vu quelque chose de fort. Tu vois, c'est limite un tournant dans ta cinéphilie, c'est normal, parce que même si t'as découvert ça sur le tard, tu te dis putain, mais en fait je comprends mieux pourquoi il y a plein de films que j'aime, parce que en fait tous les films que j'aime, en fait ils ont aimé Kurosawa et ils ont pris leur patte et leur influence dans Kurosawa. Et c'est pas anodin, voilà, tout est dit. Non, je veux pas m'attarder plus que ça, voilà, maintenant tout le monde sait ce que vaut Kurosawa, je vais pas... En fait, je veux juste rajouter une pierre à l'édifice qui est déjà énorme, tu vois. C'est la 8e merveille du monde, tellement toutes les personnes ont apporté chacun sa pierre. Voilà, une pierre de plus, moi ma pierre en fait là-dedans, c'est rien du tout, c'est juste un petit caillou en fait. Et lui, voilà, c'est ça, c'est que nous on va dire que notre contribution c'est un grain de sable et lui c'est un parpaing, quoi. Bah voilà, c'est ça. Et de toute façon, on n'est pas là non plus pour dire oui, on va vous dire allez voir du Kurosawa, forcément. Ouais, non, franchement. Mais est-ce qu'on a besoin de le dire ? Non, on n'a pas besoin. Oui, non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avant nous, donc on va pas être les premiers. Et puis même ceux qui ont jamais vu du Kurosawa, ils le savent très bien au fond d'eux. Ils le savent très bien. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir aussi un regard d'aujourd'hui dessus. C'est-à-dire que ça amène encore plus de force sur la vision qu'il avait. On a parlé de la balade de Narayama. Alors, je suis d'accord qu'en soi, comparer deux films qui sont pas faits du même réalisateur, c'est pas forcément plus judicieux. Mais voilà, Rashomon, c'est 1950. Narayama, c'est 30 ans plus tard. La vision des représentations qu'il va y avoir dans les deux films, elle est radicalement différente. Et donc voilà, après, il y a le traitement et tout. Mais il y a une scène de viol dans les deux films. Le traitement, il est pas le même. Non, mais je suis d'accord, mais après, moi, Imamura, je trouve que c'est peut-être au Japon, du moins. Au Japon, Imamura, c'est celui qui se rapproche le plus de Kurosawa au niveau de la vision. Au niveau de la vision, au niveau de la DA. Et voilà, on en a parlé aussi dans Pluie Noire. Imamura, ce qu'il fait dans Pluie Noire, c'est incroyable. Après, lui, qui prenne le parti pris, en fait, de montrer frontalement les choses, voilà, ok, on l'accepte pas. Lui, Kurosawa, il le fait pas. Après, c'est pas de montrer frontalement. C'était le problème de Narayama, c'était la romantisation, justement. C'était de montrer que, en gros, c'est normal, c'est des jeunes et que ça fait partie de l'ordre des choses, ce qui est pas du tout le cas. C'est plus ça le côté qui, dans les représentations, font plus arriéré, quoi, malheureusement. Mais après, comme tu dis, dans le film, ça a été montré comme ça. Mais on n'a pas d'autres versions, en fait. Complètement. Donc on peut pas juger d'un autre point de vue, on peut pas juger... d'un parti pris différent que celui que Imamura a pris. Oui, complètement. Donc en fait, ce qui a été fait a été ancré dans sa réalité, a été aussi ancré dans son époque de réalisation. Oui, tout à fait. Non, après on n'accepte pas. C'est comme ça, quoi. Après c'est des thèmes qui peuvent comme on dit, voilà, on met trigger warning sur des choses. Après après tu vois, j'ai pas envie de revenir sur Narayama parce qu'on va digresser encore. Non, il y a pas de besoin. Mais enfin bref, passons. En gros, on a déjà fait un épisode là-dessus. Le fond du sujet, c'est pas parce qu'on est en 2024 que regarder Kurosawa va justement être, qu'il soit trop ancré dans une époque et donc difficile à regarder aujourd'hui, soit parce qu'il est trop il a trop vieilli, soit pour les représentations qu'il peut y avoir. Moi, je trouve que justement Kurosawa, alors pour Rashomon en particulier, il est intemporel et universel. Non, ça n'a pas vieilli du tout. C'est ça. Quelque chose de moderne ne peut pas vieillir. La majorité des films sortis en 2000 ont vieilli. C'est ça. Le cinéma de Kurosawa ne vieillit pas. Parce que c'est le précurseur de la modernité. Et c'est le précurseur de la nouvelle école. Donc non, ça ne peut pas vieillir. Tu peux pas faire vieillir quelque chose qui continue à faire construire le cinéma aujourd'hui. Parce que tout le cinéma aujourd'hui est construit avec pas que Kurosawa. Hein. Oui, bien sûr, mais il y a comme on dit tout à l'heure, il y a une influence autant sur le cinéma japonais qu'international. Exactement. Qui est extrêmement forte. Exactement, il y a eu beaucoup de précurseurs, donc allez voir Kurosawa. Voilà, allez voir du Kurosawa de toute façon dans tous les cas, mais après c'est pareil, là, ce qu'on dit ça a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens, parce que tout le monde le sait. Pour les deux pleu-pleu qui ont vécu dans une grotte en ermite pendant 30 ans et qui se découvrent une passion pour le podcast du cinéma mais là, déjà, asiatique. Tu les insultes déjà. Tu insultes deux pleu-pleu déjà, alors qu'ils sont gentils, ils nous écoutent. Voilà. Donc respecte-les un peu et dis-leur, donne-leur des liens pour aller voir le film plutôt. On va vous mettre des liens. Vous inquiétez pas, on va tout donner. Donc voilà, je pense qu'on a très bien parlé sur un film de 1h30 où 4 histoires se répètent. Ouais. On a un peu plus spoilé que d'habitude. Ouais.
Mais non, de toute façon, il y a prescription. De toute façon, 73 ans, à un moment donné, si on veut faire un procès pour ça, on va se battre, c'est tout. Mais non, voilà, c'est... Allez le voir quand même, on vous a pas donné toutes les billes non plus, il y a énormément de choses à voir aussi. C'est, comment dire, le film à Kurosawa, c'est pas juste une DA, c'est pas juste un récit qu'on prend pleine gueule, il y a plein de choses autour. Ouais, complètement. Il faut savoir lire entre les lignes, il faut découvrir tel ou tel plan qui veut raconter quelque chose, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses. Là, on l'a vu là, moi c'est la deuxième fois que je le vois. Tu vois, pour le coup, moi je l'ai vu il y a très longtemps. Ouais. Il y a très très longtemps. Pour le coup, le film, je me rappelle pas de tout. Ouais. Mais le film, il est resté, tu vois. Okay. Tu vois, contrairement à des films qu'on a parlé récemment. Où en fait, tu t'en souvenais plus. Où je m'en souvenais plus du tout, puis finalement, au bout à peine de 10 ans, je me dis, je m'en souviens pas. Bah, finalement, on sait pourquoi. Ouais. Bah là, tu vois, Rashomon, il est resté, parce que Rashomon, c'est un film qui m'a marqué à l'époque, tu vois. Ouais. C'est le premier Kurosawa que j'ai fait. Ok, d'accord. C'est le premier que j'ai fait. Après, de toute façon, comme j'ai dit, j'en ai pas fait beaucoup, à part Ran et puis Le Match de l'araignée. Et j'en ai dû faire un autre derrière, mais... je me demande si c'est un Kurosawa ou pas, justement. Okay. Il faudrait que je le retrouve, je sais plus c'est lequel. Mais Match de l'araignée, Ran et puis Rashomon, c'est vraiment les seuls que j'ai fait. Les 7 samouraïs, c'est celui qui me manque. Ouais, moi, c'est le seul que j'ai fait. Donc celui-là, je l'ai pas fait, et c'est celui qui manque à ma cinéphilie, qui devrait bientôt arriver dans le podcast, j'espère. Ouais, moi, Kurosawa, à l'époque, je l'ai pris dans la gueule, parce que je me suis dit, waouh, c'est ça, en fait, les vieux films. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais pas beaucoup vu de films des années 50, tu vois, à part vraiment 12 hommes en colère et Rashomon, justement, on va dire que c'était... Et puis quelques Kubrick. Non, pas Kubrick. Kubrick, c'est plus récent. Oui, merde. Je suis vraiment fatigué. Je sais pas du tout où tu vas là, je peux pas t'aider. Hitchcock. Putain, je confonds toujours Kubrick et Hitchcock, je sais pas pourquoi. Ouais, je pense que Kubrick s'est bien inspiré. Oui, et puis Hitchcock, de toute façon, c'est différent. Mais après, Hitchcock, tu vois, c'est pareil, c'est un précurseur, c'est pas mal de choses, mais tu vois, pour coup... Enfin, bref, on va faire un podcast sur Hitchcock. Là, on est parti pour encore une heure. Enfin, bref, voilà, c'est les films, entre guillemets, les plus vieux que j'ai vus à l'époque. Ouais. Et justement, je voulais rebondir aussi sur Sidney Lumet, parce qu'on dit que Kurosawa, c'est un précurseur sur la modernité du cinéma, sur ce qui existe le cinéma aujourd'hui, mais Sidney Lumet aussi. Et complètement. Alors, j'ai pas une grande connaissance du cinéma de Sidney Lumet, mais ce que tu m'as montré, c'est... Sidney Lumet, c'est pareil, il faut y aller, mais dans n'importe lesquels... J'ai pas tout vu non plus, c'est pareil, il a fait énormément de films, il a une grande filmographie. Hein. J'en ai vu beaucoup plus que Kurosawa. Ouais. Mais pour moi, c'est les deux précurseurs du cinéma, en fait. C'est les deux qui m'ont fait aimer, entre guillemets, le vieux cinéma. Ouais. Et je me suis dit, si le vieux cinéma, c'est ça, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Finalement, non. Après, ça dépend. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup grandi avec les Chaplin, les Marx Brothers. Et donc, on a regardé énormément de films en noir et blanc. Voilà. Oui, mais tu vois, il y a donc en fait, il y a le côté aussi où les vieux films... En dehors des grands, tu vois, là, tu parles de choses complètement... mainstream, on va dire, après, de l'époque. Mais ce que je veux dire... mais après, il y avait des... mais moi, ce que je veux dire, c'est, tu vois, les films de 5 ans, de l'époque, tu vois, qui étaient vieux. Après, j'en ai vu plein, sur Arte, il y en avait plein qui passaient. Je crois que j'avais même vu du Ozu, tu vois. Du Ozu, c'est pareil, c'est du cinéma japonais en noir et blanc. Je me suis dit, moi, j'ai vu Rashomon, c'est bon, ça va passer. Ouais. Ah, c'est pas pareil. Pareil, oui, je dis pas que Ozu, c'est nul. Ozu, j'ai dû en voir un, tu vois, mais celui que j'ai vu, j'ai fait waouh. Il y en a comme tout, où en fait, c'est ce qu'on disait sur plein d'épisodes, c'est qu'en fait, il y a des films qui, justement, seront traités de manière hyper intemporelle, et donc vont traverser les âges de manière hyper forte. Et il y en a d'autres qui seront justement ancrés dans une certaine époque. Et donc, quand on va les regarder 10, 15, 30 ans plus tard, en fait, on va pas du tout connecter de la même manière au film. Et donc, ça fait pas un mauvais film en soi. Il a peut-être été considéré comme un chef-d'œuvre au moment où il est sorti. Mais il a pas vieilli de la même manière. Et donc, en fait, on va pas nous le percevoir de la même manière aujourd'hui. C'est clair. Donc, c'est pour ça que oui, moi, j'avais Sidney Lumet et Kurosawa à l'époque. Je me suis dit, moi, je rematais tous les films des années 40-50 parce que s'ils sont tous bien comme ça, c'est bon, quoi. Mais en fait, on m'avait pas dit que j'avais maté les meilleurs. Non, après, il y en a des autres qui sont bien. Mais après, j'ai pas non plus une grande connaissance dans ces années-là. Mais oui, Lumet et Kurosawa, oui, c'est eux qui m'ont fait aimer cette période-là, on va dire. Donc voilà. C'était un grand film, donc j'espère qu'on vous a donné envie de le voir ou de le revoir. J'espère quand même, parce qu'en même temps... voilà, vous arrêtez pas au fait que ce soit en noir et blanc, c'est un film qu'on peut tout à fait le noir et blanc, apprécier. c'est bien de toute façon. Ouais, non, franchement, moi j'adore. Je trouve que ça
amène une esthétique extrêmement forte. Et justement, ça te pousse à faire une DA. Voilà, franchement, même si, voilà, juste pour la DA, allez-y, quoi. Je veux dire, même si on vous a déjà raconté tout le film. Et me dites pas, vous avez vu, oui, moi j'ai vu la version Mad Max en noir et blanc, la version Wolverine en noir et blanc, ou le machin. Non, mon cul, c'est rien ça. Ça, c'est que dalle. Ça, c'est juste des. Ils ont mis un filtre pour passer de couleur à noir et blanc, mais le film, il est pas tourné pour faire du noir et blanc. Il faut regarder du vrai film qui sont faits en noir et blanc, qui a été pensé pour du noir et blanc. Bah, c'est exactement ça qui a été pensé pour le noir et blanc. C'est, quand t'as pas le choix, tu fais ça. Avec. Donc vous avez pas eu film noir et blanc. Regardez. Et après tu me dis que je les insulte en leur traitant de pleu-pleu, mais c'est pas plus gentil ça. Hein. Si, non, mais je dis juste qu'ils sont gentils, ils sont. Rattrape-toi. Non, mais voilà, c'est. Moi, j'étais le premier aussi à penser ça, de dire oui, moi j'ai vu La Haine, j'ai vu machin, c'est bon, j'ai vu Tino en noir et blanc. Non, mon cul sur la commode. C'est non. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Allez voir du Kurosawa, vous allez savoir ce que c'est du noir et blanc. Allez-y. On clôture ? Ouais, on clôture. C'est parti. On fait pas de scène préférée, on passe à la suite parce que. Bah en fait pour le coup, non, c'est le film. C'est ce que j'allais dire en fait. La scène préférée c'est le film. Ouais. Parce que comme en fait finalement il y a qu'une scène en fait, 2 scènes. Parce que comme il y a 2 scènes. Bah voilà, vas-y t'en prends une, j'en prends une. Tu prends la première scène, je prends la deuxième scène. Ah là c'est bon, le film il est trop bien. Next, recommandation. Alors, moi, je vais recommander un livre du grand Neil Gaiman. On ne le présente plus. Excellent auteur britannique. C'est qui ? C'est... Putain, j'ai rien à te lancer, là. Je troll. C'est L'Océan au bout du chemin. C'est un roman qui est assez court. Et en fait, pour le coup, ça ramène aussi l'histoire du souvenir. C'est-à-dire que c'est un homme qui va revenir sur son domicile, sa maison d'enfance. Et qui va se souvenir de plein d'éléments qui s'est passé dans sa vie en étant enfant. Et notamment, une jeune fille qu'il a rencontrée, qui avait un côté un peu fantasmagorique, voilà, un peu sorcière, et qu'il n'arrivait pas vraiment à comprendre, en fait. Mm-hmm. Et c'est, forcément, extrêmement bien écrit. Mm-hmm. Il y a énormément de thèmes de... solidarité, de dynamique familiale horrible, et en même temps toutes les possibilités et les soutiens qu'il peut y avoir à côté. Voilà, franchement, c'est génial. Okay. Voilà, l'océan au bout du chemin. Ok, parfait. À moi. À toi. À moi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ouais, à marquer d'une pierre blanche, je crois. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous conseiller un roman. Oh. Et j'ai bien dit roman, j'ai pas dit manga. Attention, je me suis pas fourvoyé cette fois-ci. Donc oui, je vais vous parler d'un roman de Charles Aubert qui s'appelle Danser encore. Okay. Ma lecture est encore en cours, je l'ai pas fini. Okay. Mais je tenais à le conseiller parce que du coup, moi, conseiller un roman, ça va pas être tous les jours. Et, à mon grand désespoir. Je peux pas tout faire dans la vie. Bah ouais, mais j'essaye de lire tes mangas, tu pourrais essayer de lire mes romans. Ouais, mais un roman, c'est beaucoup plus long à lire. C'est vrai, vrai. Alors voilà, déjà, le gros point fort du roman, c'est qu'il se lit très vite. Il y a quoi ? Il y a 170 pages, je crois, donc ça se lit assez rapidement. Alors, j'ai voulu parler de ce livre-là parce qu'en fait, c'est une histoire vraie d'un boxeur allemand. D'accord. Et j'adore la boxe. Ouais. Parce que je crois que j'avais dit, j'aimais Rocky, non ? Je crois que ça a été évoqué. Je vais en parler dans un autre épisode. Et donc du coup, je suis tombé sur ce livre-là à la bibliothèque et c'est l'histoire de Johann Trollmann. C'est un tzigane né en Allemagne. Ok. Non, qui a vécu en Allemagne. En fait, il est arrivé très jeune en Allemagne et en fait, au début des années 1930, j'ai plus les dates, désolé. En 1930, en fait, il est devenu champion d'Allemagne. De boxe en Allemagne, c'est ça ? De boxe en Allemagne. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est très talentueux, qui a le style tzigane, tu vois. En fait, dans le roman, on apprend que, justement, les tziganes, en fait, ils ont un style un peu plus véloce, ils sont beaucoup plus rapides, ils ont des jeux de jambes assez particuliers. Donc, ce qui déroutait pas mal les on va dire, les boxeurs allemands. Les boxeurs allemands, blonds aux yeux bleus, quoi. Donc, l'histoire raconte de ce boxeur qui a été déchu de son titre après 1933 par les nazis. Ok, d'accord. Justement, en 1933, c'est l'arrivée des nazis, donc avant-guerre. En fait, c'est un boxeur qui a été victime de racisme par justement le Reich, par sa couleur de peau et justement par son style tzigane. D'accord. En fait, pour les nazis,
c'est pas un boxeur. Il frappe pas allemand, il bouge pas allemand, il a pas le jeu de jambes allemand. Donc c'est pas un Donc boxeur. en fait, il est pas illégitime à être champion d'Allemagne. Donc en fait, il a été déchu de son titre. Et en fait, Rukeli, c'est un peu son surnom. Ok. En fait, il va défier par la suite le Reich et donc les nazis. D'accord. Ah, trop bien. Et je vais ne pas en dire plus parce que je suis justement au moment où il défie le Reich. Je sais la fin parce que dans la quatrième de couverture, il raconte en fait sa finalité. Ok. Je vais pas le dire là parce que honnêtement, c'est un roman à aller découvrir. C'est une histoire de racisme dans les années 1930 en Allemagne. C'est pas commun. Avant le nazi. Avant le nazi, il y avait déjà pas mal de racisme déjà entre les Allemands et justement les communautés juives et tziganes. Et justement, il y a des passages assez sympas où justement il fait un combat contre un juif. C'était un peu, on va dire, une avant-guerre. D'accord. Où en fait les Allemands se sont rués pour aller voir ce combat-là parce que justement c'était un tzigane et un juif. C'était un peu des bêtes de foire. Ok, d'accord. C'était un peu le côté, regardez deux... Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Voilà, j'ai pas envie de dire des deux mots assez forts pour décrire des êtres humains qui sont tout à fait normaux, mais qui aux yeux des Allemands de l'époque, voilà, ils voyaient vraiment ça comme... c'était un spectacle de gladiateur en fait. Ouais. C'était genre, tiens, deux minorités, on veut les voir se battre, on veut voir, on s'en tape de qui va gagner, on se tape on veut juste les voir se taper dessus de la finalité du combat, quoi. on veut pas savoir s'il y en a un des deux qui sera champion ou quoi que ce soit. Nous, on veut juste les voir s'entretuer. Ouais, c'est ce que je veux dire, si c'était des combats à mort, c'était tant mieux quoi. Okay. Et donc, t'as tout ce côté-là, justement, avant nazi, et après nazi, après, ça va basculer justement dans... Ouais, donc en gros, la timeline du livre, c'est avant la montée du Troisième Reich, la Seconde Guerre mondiale, et après la Seconde Guerre mondiale. Ok, c'est vachement intéressant. Alors, je vais pas dire ça me fait chier. En fait, il est mort en 1943. D'accord, ouais. Voilà, donc je vais pas dire comment. Parce que je le sais du coup, parce que j'ai pas fini, mais je sais comment il est mort, et il est mort en 1943. Je ne dirai pas où et comment. Avant la fin de la guerre. Voilà. Et voilà, c'est un roman hyper intéressant. Donc c'est une biographie ou c'est vraiment... Alors c'est une biographie, mais qui est romancée. Okay, en fait, c'est tourné comme un roman. En fait, c'est écrit comme un roman. Okay, c'est écrit comme une histoire, en fait, que tu dois. C'est pas écrit comme je raconte ma life, quoi. Okay, non, pas du tout. Et en fait, c'est le livre, il est divisé en 10 chapitres, donc en 10 rounds, parce que. Ouais, d'accord, c'est bien. Voilà. C'est bien pensé. Et en fait, chaque round, c'est un moment de sa vie. Ok, d'accord. C'est son évolution jusqu'à sa mort, en fait. Et c'est hyper intéressant. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman. Et là, de replonger dans le roman avec ça, j'étais bien content. Et puis en plus, un manga de boxe. Et c'est un boxeur que je connaissais pas du tout. Donc j'en apprends aussi et c'est trop bien. Ouais, mais comme je dis toujours, c'est pas comment dire, le problème, c'est pas la personne qui lit. Si t'aimes pas lire, c'est que c'est pas le bon livre. C'est ça. Juste trouver le bon livre. Donc voilà. Le bon style. Danser encore de Charles Aubert. Ah ça me donne très envie de le lire. Donc petit quiz. Ouais, quiz, c'est parti. Allez, tu commences ? Ouais. Que récompense la Caméra d'Or au Festival de Cannes depuis 1978 ? Caméra d'Or, c'est meilleur réalisateur ? Non. Vas-y, je te laisse. Putain, j'essaie de... La Caméra d'Or, c'est pas le meilleur court-métrage ? Non, c'est le meilleur premier film de toutes les sections du festival. Ouais. En 1971, quel documentaire remet en question le mythe de la France résistante ? C'est quoi l'année déjà, tu peux me redonner ? 1971. Nuit et brouillard ? Non. Le procès de Nuremberg ? Non. Je sais pas. Le chagrin et la pitié. Pas du tout. Sous quoi est enseveli Paris dans le film Peut-être de Cédric Clapiche ? La brume. Non, le sable. Faudrait que j'allais dire ça, mais Paris est ensablé. Ok, je connaissais pas le film. Alors, sur la plage de quel pays Jeanne Campion nous donne-t-elle une sensuelle leçon de piano ? Sur quelle plage ? Ouais, de quel pays ? C'est le pays d'origine de Jeanne Campion. Écosse ? Non, la Nouvelle-Zélande. Ok, autant j'ai adoré la leçon de piano, je ne savais plus du tout où c'est que ça se passait le film. De quel couple d'acteurs peut-on dire qu'ils ont un air de famille ? Alors, un air de famille, c'est un titre de film dans lequel les deux jouent. Faut trouver les deux acteurs. Ouais, c'est deux acteurs qui jouent très souvent, qui ont joué, très souvent ensemble. Il y en a un des deux qui est mort. Bourvil ? Alors, c'est un homme et une femme. Ah ! Donc, c'est vrai que c'est un... non, pardon, c'est pas pour ça, parce que ça aurait pu être un couple d'acteurs autres. Et qui ont été ensemble, si je me trompe pas.
Qui ont été ensemble. Ouais, je crois dans la vraie vie, ils ont été ensemble. Et il y a l'année du film. Un air de famille, c'est 1996. Et c'est français. Pas, je dirais Gainsbourg et... Ça ou pas? Charles Gainsbourg et Yvan Attal? Non. Gainsbourg et Jane Birkin. Non. C'est des acteurs, pas des chanteurs. C'est Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ouais, bah ils ont fait des films aussi. Oui, c'est vrai. Mais surtout Jane Birkin, elle a fait des films. C'était qui? Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ah, ok. Non, je savais pas. Quelle étoile est née selon Georges Cukor? Je sais même pas qui c'est. Je sais pas non plus. Quelle étoile est née? L'étoile du Nord? Non, c'est Judy Garland, dans Une étoile est née. Ok, voilà, je l'ai pas. Dans quel film Steve McQueen est-il le mécanicien d'un bateau patrouillant sur un fleuve chinois? Pas sûr que j'en suis là. Le pont de la rivière Kwai? Non. Et si tu laisses une autre chance? Ah! Non, je sais plus. La canonnière du Yangtze. Non, rien à voir, j'ai pas ça en tête. Ok. Alors, dans le film Le Rue de la Honte, de Kenji Mizoguchi. La rue de la honte? La rue de... ouais. Non, dans le film Rue de la Honte, de Kenji Mizoguchi. Quel milieu décrit-il? Les Yakuza? Non, pour la prostitution. Alors, faut que tu trouves un titre de film avec mes super indices que je vais te donner. C'est des trentenaires désabusés qui parcourent les États-Unis. Voilà. Des trentenaires désabusés? Ouais. Bonnie and Clyde? Non, c'est comme un gang. Thelma et Louise? Non. C'est Easy Rider? Easy Rider. J'avais pas le droit de dire le mot moto. Alors, ouais. Voilà. Ok. Quel est le titre original du film des Beatles, 4 garçons dans le vent? Oula. Le titre original de ce film. Alors, un indice, le traduit pas mot pour mot. Ouais, ok. The Yellow Submarine? Non. C'est le seul film des Beatles que j'ai en tête. Non, franchement, je vais pas l'avoir. A Hard Days. Moi, je l'aurais pas eu. Voilà. Donc 0 pour moi. Ça fait 0? Je crois, ouais. Chagrin et Pitié, Nouvelle-Zélande, Judy Garland... Ouais, 0. Ouais, 0 pour moi. Et moi, je fais 1. Toi, t'as fait 2? 2? Ah non, t'as fait 1, pardon, j'ai rien dit. Donc j'égalise en fait. Ouais, c'est ça. Donc oui, j'égalise, 28-28. Ouais, remontada. On va essayer de faire mieux la semaine prochaine. Ouais, puis là, c'était... C'était chaud les questions. C'était chaud. Ouais. D'ailleurs, dites-nous si vous connaissez un jeu comme ça qu'on peut se faire pour la saison prochaine. Ouais, carrément. Parce que là, je vois qu'on arrive... On commence à épuiser les cartes, ouais. Parce qu'on a beaucoup de cartes où il faut mimer, donc c'est pas très podcast-friendly. Donc si vous avez des jeux comme ça pour la prochaine saison, n'hésitez pas à nous balancer des noms ou des liens pour les acheter. Soit qu'on part faire notre culture et qu'on se marre un peu. C'est ça. Allez, maintenant le film de la semaine prochaine. J'ai hâte de savoir ce qu'on va regarder. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que t'as envie? Bah, comme d'hab, un coréen dark. Un coréen dark? Moi, je veux un Kitano encore. Bon, allez, c'est parti. 3, 2, 1... Ne coupez pas. Et tu sais que j'y ai pensé genre cette semaine, quoi. Moi aussi. Parce que je sais pas pourquoi... Non, j'ai entendu en podcast, justement, la version de... C'est Azanivicius? Ouais. La version d'Azanivicius coupée. Et je me suis dit, ah putain, ouais, on l'a mis ne coupez pas dans le podcast, il va falloir qu'on tombe dessus, un de ces quatre, parce que j'ai peur de pas le trouver, parce qu'il était disponible gratuitement. Ouais. Et maintenant, je pense qu'on va galérer à le trouver, non? Bah, j'espère qu'on Il était sur Canal. Ouais, il était... Non, c'était Coupé qui était sur Canal. Et il était sur... Et on l'avait vu il y a pas longtemps. Je crois que c'était sur Univers Ciné. Ah, peut-être. Mais moi, en fait, je me suis fait la réflexion, je sais pas pourquoi j'y ai repensé il y a pas longtemps, et justement, dans la version d'origine, c'est ne coupez pas, et dans l'autre version, c'est coupé. Alors que nous, on a vu la version d'Azanivicius, et je trouve que le titre ne coupez pas est beaucoup plus parlant que coupé. Ouais, mais peut-être que c'est justement pour ça, c'est pour, comment dire, brouiller les pistes. Ouais, mais tu vois, moi, tu me mets comme titre ne coupez pas, et je commence le film d'Azanivicius, je me dis putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Et limite, j'ai envie de couper, je me suis dit, mais non. Ouais. Non, c'est quoi ça? Et je trouve que le titre ne coupez pas, il est beaucoup plus parlant. Tu vois, je serais arrivé à la fin du film, j'aurais enlevé le film, j'aurais vu le titre ne coupez pas, et j'aurais dit, putain, génie. J'aurais compris. Ouais. Donc, du coup, j'ai hâte de voir la version japonaise. Ouais, carrément. Puis, juste quand on a vu la version... Parce que pour le coup, la version d'Azanivicius, j'ai vraiment aimé. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même un moment où au début tu fais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Ouais, tu vois, limite on a envie d'en parler tout de suite, mais on peut pas. Mais c'est bien parce que c'est le genre de film vraiment qui te dit faut jamais arrêter un film en cours. Ouais. Mais par contre, ça va être un film qui va être hyper compliqué à parler dans le podcast parce que pour le coup là, tu peux rien spoiler quoi. Ouah, ça va être dur, j'avoue. Parce que là, si tu spoil, c'est même pas la peine. Tu ruines tout l'effet du film. La surprise. Ouais. Comment on va faire ? Eh ben, à mon avis, on va faire un épisode très court. On va juste dire que c'est très bien quoi. Ouah, j'avoue. Bon, on va regarder. Une fois qu'on aura vu le film, on aura peut-être des idées, mais. Parce que moi, franchement, quand on a regardé la version d'Azanificius, j'avais aucune idée de ce qu'on regardait. Non, mais moi non plus. Aucune. Mais alors que, par contre, dans le résumé, je crois que c'est marqué. Hein. Bah justement, on l'a. Comment dire ? C'est pas si détaillé que ça, mais j'ai souvenir que justement à un moment on a dû l'arrêter entre deux et que moi je me suis fait la réflexion de genre mais qu'est-ce qu'on a en train de regarder ? Non, c'est pas ça. Mais dans le synopsis du film. Ouais. Il parle bien de la deuxième partie du film. Je vais pas le dire là, mais il parle de la deuxième partie. D'accord. Donc si j'avais lu le synopsis, déjà ça m'aurait enlevé la surprise. Ouais, grave. Mais pour le coup, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, ils ont fait un synopsis comme ça où ils te racontent plus ou moins le déroulé du film. Donc tu sais, quand tu regardes la première partie, tu sais à quoi t'attendre la deuxième partie. Mais si tu veux vendre ton film et que tu veux pas parler de cette deuxième partie, comment tu fais ? Je sais pas. Faut juste dire aux gens, l'arrêtez pas quoi. Le film, il est impossible à vendre. Je sais pas comment ils ont fait, faudrait poser la question ou regarder comment ils ont fait la promo. Parce que là, pour le coup, la version Ne coupez pas japonaise, c'est la version avant celle d'Azanificius. Ouais. Donc ça veut dire que eux, ils ont réussi à vendre, ils ont réussi à faire un buzz avec leur film. Le film a été exporté dans le monde et ils ont réussi à faire une version française parce que le film, il a cartonné. Il a vraiment cartonné le film ? Ne coupez pas. Ouais. Oui, il a fait un carton le film, il a tourné partout. Je suis curieux de savoir comment ils ont réussi à vendre le film. Soit comme on l'a dit là, oui, ils ont mis dans le synopsis ce qui allait se passer. Mais nous, du coup, quand on a découvert le film... nous, ça a été vraiment grosse surprise. Grosse surprise. Et c'était hyper fort comme surprise. Donc vraiment le genre de film, faut aller voir en mode, je connais rien. Ouais. Juste, je le lance, je regarde pas de bande-annonce, je regarde pas le synopsis, limite, je regarde pas les acteurs. Et on lance et on a la foi. On garde la foi jusqu'à la fin du film. Et après, on prend une claque. Mais tu vois, là justement, je repense à l'épisode qu'on a fait avec Jean-Charles. Ouais. C'est un peu ça, et puis là, pour le coup, je le rejoins complètement. Là, ce genre de film-là, il faut pas avoir de bande-annonce. Non, franchement, faut pas. Faut pas lire de synopsis, il faut y aller vraiment comme ça. Ouais. Et c'est là, justement, je vois tout l'intérêt, justement, d'aller voir un film sans rien. Ah, mais moi, je te l'avais déjà dit, mais moi, c'est un truc que j'aime bien, en fait. Non, mais t'as raison. De pas... Vous avez raison, parce que pour le coup, oui, couper, c'était... je les prends en pleine gueule. C'est clair. Je me suis dit, wow, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai lancé un film tout naze. Mais... moi, j'ai douté de toi, je te l'avoue, mais c'était compliqué. Mais non, très bonne surprise, pour le coup. Et non, j'ai hâte de mater la version japonaise. Ouais, franchement, moi aussi. Et c'est vraiment marrant, parce que c'est vraiment synchro, quoi. Moi, je te dis, cette semaine, j'y ai pensé, je me suis refait des scènes du film, donc je me suis marrée toute seule. Et non, c'était... Ah bah c'est parfait, je suis content de le regarder. Alors c'est pas un coréen dark, mais on va bien se marrer, je pense. Non, on est toujours japonais. Toujours japonais, ouais. Ça fait 3 japonais d'affilée. C'est pas grave. Donc parfait, oui, désolé, on a digressé encore sur la fin. Il n'y a pas de limite en fait. Non, c'est ça. C'est n'importe quoi ce podcast, hein. Franchement, je sais même pas comment on fait pour avoir des écoutes. Enfin bref. Merci d'être resté, si vous êtes resté jusqu'ici. Si vous avez coupé avant, franchement, on vous en veut pas. Ne coupez pas. Donc, tout est raccord. C'est parfait. Voilà. Donc, si vous n'avez pas coupé jusqu'ici, je vous félicite. Je vous donne un bon point qui vous servira à la fin à vous payer un café. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Ne coupez pas de je ne sais pas qui. Je sais que c'est un film japonais et ça va être bien. Ça va être à la fois déroutant et marrant. Ouais, exactement. Mais bon, nous, comme on a vu la version française, on sait que ça va être juste marrant et ça va être juste bien. La semaine prochaine. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao. Ciao.